Bienvenue dans ce webinaire RH proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sur un sujet consacré à comment équipe et salariés se rejoignent aujourd'hui dans le monde du travail. C'est un sujet qui se veut à la fois sur la sphère individuelle, en lien avec notre façon de se comporter, d'interagir au travail et à la sphère collective aussi, avec l'organisation mise en place pendant cette période si particulière de crise sanitaire. Donc en fait, le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, c'est comment allier performance individuelle et performance collective dans cette période de changement où nous sommes tous un peu bousculés dans notre quotidien. Donc je suis Farida Tali, je suis accompagnée d'Aurélie Lajarige. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Nous sommes toutes deux chargées d'affaires RH chez Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et nous avons le plaisir d'accueillir Cédric Hénon. Bonjour Cédric. Bonjour. Qui donc est indépendant et qui a créé sa propre marque Impact en 2017 et qui est accompagnateur RH. Voilà, alors juste le temps pour moi de vous dérouler. Donc Cédric a plus de 15 ans d'expérience dans différents types d'entreprises, en France et à l'étranger. Il a occupé différents postes, comme celui de responsable de projet dans une ONG, DRH dans une entreprise du secteur minier, ou encore responsable de projets transversaux, principalement dans des entreprises à l'étranger. Donc, comme je le disais, en 2017, il a créé sa propre marque Impact pour poursuivre son aventure d'accompagnement auprès de différents types d'entreprises. Et ce qui fait le lien entre ces différentes expériences, finalement, c'est l'accompagnement de l'humain. Donc aujourd'hui, juste quelques principes de fonctionnement par rapport à ce webinaire. Donc vos micros sont automatiquement coupés. Vous avez la possibilité d'interagir par écrit via l'onglet questions. Ce qu'on souhaitait, c'est vous offrir la possibilité d'interagir et de partager vos expériences d'entreprise. Pour ça, il faut juste que vous nous mettiez votre nom, votre prénom, votre structure, votre entreprise et votre fonction dans l'onglet questions, qu'on puisse débloquer votre micro. Donc Aurélie, qui s'occupera de la partie sondage, questions-réponses tout au long du webinaire, pourra ainsi mettre vos micros justement pour pouvoir vous exprimer sur le sujet. Notamment après la partie sondage, qui nous semble important, c'est de partager un retour d'expérience, vos retours d'expérience à ce sujet-là. Il faut savoir que le webinaire sera enregistré, il fera l'objet d'un replay. Une fois n'est pas de coutume, on a décidé de commencer un peu par vos recueils, par rapport à la question qu'on avait posée lors de l'inscription. Et donc, du coup, on a repris vos différentes citations sur le sujet, vos ressentis par rapport à cette performance individuelle et collective, celle en équipe. Donc, c'est à la fois des ressentis sur des difficultés d'adaptation, sur des baisses de performance, un manque de visibilité. Mais on a aussi des ressentis plus positifs, on va dire, sur la nécessité de s'adapter, le fait de tenir bon. Voilà, donc n'hésitez pas à nous partager ces ressentis actuels, si ça a évolué depuis, où est-ce que vous en êtes, via l'onglet questions, comme je le disais. Aurélie, c'est à toi, juste le temps pour moi de te désigner comme présentateur pour lancer les sondages. Donc on va vous interroger sur les deux sphères, à la fois collective et individuelle, pour avoir un petit peu vos ressentis à ce niveau-là. Donc bonjour à tous. Donc la première, effectivement, ça sera plus quel est selon vous le niveau de développement de votre équipe parmi ces 4 propositions. Donc je vais lancer le sondage et c'est à vous. Je vais vous laisser quelques instants pour y répondre.
Et en cas de question, peut-être sur les 4 alternatives, s'il y a des questions, n'hésitez pas, des questions de compréhension. Donc, je reprends. Je vais fermer et partager les résultats. Alors, on voit qu'en majorité, je ne sais pas si vous le voyez sur votre écran, parce que du coup, j'ai Oui. plus. Oui, on voit. Voilà. Donc, du coup, on voit la majorité qu'effectivement, c'est plus sur la coopération. Je vous laisse interpréter, Cédric, du coup. J'ai pas de questions pour Bon, je vais faire une capture d'écran pour le garder, mais on va enchaîner sur le deuxième sondage, comme ça on fera un retour sur les deux. Parfait. Ouais, merci. Je vais lancer le second. C'est bon pour vous, Cédric? Du coup, vous avez Oui, fait la capture. Parfait. Là, on est plus sur l'individuel et le collaborateur. Et je vous lance effectivement le sondage. Et je partage les résultats. Donc, vous devez les voir à votre écran. C'est bon pour vous, Cédric? ouais, je l'inclus dans la présentation, c'est bon pour moi. Merci. Ok. Et je n'ai pas de questions en tout cas pour le moment. Donc, allez-y si vous avez la possibilité de poser des questions. Cédric, nous te passons la main Ok, en mode présentateur pour partager l'ensemble des pistes de réflexion autour de ces sujets, tout en s'inspirant un peu des différents recueils et des différents sondages. ouais, À toi de parfait. jouer. Merci beaucoup. Donc, merci Farida et Aurélie. Donc, je vais démarrer par un petit retour justement sur ces deux sondages qu'on a souhaité mettre en introduction pour avoir un petit peu le baromètre de là où vous semblez être, en tout cas votre ressenti, que ce soit individuellement ou collectivement au sein de votre équipe. Donc, ce qui est intéressant de voir, si on prend d'abord au niveau équipe, c'est globalement, il y a une forte majorité de coopération, ce qui est plutôt intéressant à entendre dans cette période où on est souvent, on entend incertitude, enfin des mots qui peuvent paraître un peu un peu négatifs. Donc c'est plutôt très positif. Et là, ce sera intéressant que un ou deux participants puissent partager en quoi justement cet aspect de coopération ou co-création pour ceux qui le sont est impactant à la fois sur le bien-être des collaborateurs mais également en termes de performance. Et ça pourrait nourrir un peu la réflexion de ceux qui considèrent qu'on est plus dans une phase d'inclusion ou d'affirmation de soi pour les deux premières alternatives. S'agissant des points de vue plutôt personnels, individuels, on va dire, donc interdépendants, une grosse majorité également, ce qui est plutôt très rassurant. Ça veut dire que les participants là sont plutôt convaincus sur sur ce que je vais partager dans les prochaines minutes. Maintenant, l'intérêt, c'est pas forcément je dirais, de satisfaire, voilà, mais c'est de pouvoir aussi partager pour ceux qui sont plus dans indépendance, c'est-à-dire je suis très performant et ma performance me revient et je n'en suis que le seul responsable, ou dépendant, où ben oui, je suis les règles et je fais ce qu'on me dit, donc effectivement, ça peut poser problème en termes d'esprit d'initiative ou de valorisation des initiatives de chacun. À ce sujet, dites-moi, ce sera intéressant qu'une ou deux personnes puissent intervenir, notamment ceux qui sont dans la co-création en équipe ou interdépendants, ce qui permettrait un peu je dirais, de faire un partage pour ceux qui ne sont pas encore, entre guillemets, à cette étape-là et de voir l'intérêt de pouvoir co-construire des objectifs, le quotidien en entreprise. Aurélie, je te laisse me dire s'il y a des questions. Pour le moment, j'ai pas de demande. Ok. Je vous ferai si j'ai Ce que je quelqu'un. vais faire, moi, je poursuis et puis tout au long, n'hésitez pas. L'idée, le support certes est prêt, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir coller aux besoins de celles et ceux qui sont présents
Donc, le contenu peut tout à fait être adapté, même si les supports ne pourront pas l'être, mais le contenu peut être adapté. L'idée, c'est qu'on en sort tous un petit peu enrichis. Et c'est jamais plus impactant que d'avoir la réalité d'un chef d'entreprise, d'un DRH ou qui que ce soit dans une entreprise qui permette de faire un retour et dire bon, voilà mon quotidien, tout ça c'est intéressant, mais moi je blogue sur tel sujet ou je souhaite partager un problème ou un succès en ayant telle posture. Alors, effectivement, alors je démarre par cette citation que je trouve assez intéressante. Je vous la laisse parcourir et entre guillemets méditer dessus, mais elle donne un peu le ton du temps qu'on va passer ensemble. À ce sujet, ce que je propose, comme il est prévu de rester jusqu'à midi, n'est-ce pas, hein, Aurélie Farida? Tout à fait. C'est ça. Ok. Là, il est 11h moins le quart. Moi, je me donne, on va dire, 45 minutes, 1 heure grand max pour la présentation, mais ça peut être plus court, ça peut être aussi des réponses à des questions au fil de l'eau. L'idée, c'est que ce soit assez interactif. C'est bon pour vous? Parfait. Ok. Oui. Donc, en fait, je souhaite démarrer par, alors pour certains, ça va être un rappel, pour d'autres moins, certains préalables, c'est-à-dire qu'on parle souvent de performance, de collaborateurs, là vous l'avez vu, coopération, etc. Mais la notion de savoir-être et de comment je me présente, comment je communique avec mon interlocuteur ou mes interlocuteurs, notamment en réunion, joue énormément sur le fond qui va être échangé et de quelle manière le fond de ma pensée justement va, je dirais, accéder jusqu'à mon interlocuteur et quel est mon objectif. Donc là, sans entrer dans les détails, hein, je vous ai mis le lien de l'article en question, on voit évidemment que lorsqu'on est dans une posture plus, on est tous les deux en une relation et en assertivité, on est en mesure de respecter l'autre, on essaie de se connaître et voir un peu où est-ce qu'on est, dans quel environnement on évolue. Les deux, celui qui est à gauche, en haut à gauche, et celui qui est en bas à droite, là on est soit dans l'agressivité, soit dans la soumission. Mais dans les deux cas, il est difficile de pouvoir avoir une communication qui soit efficace. Donc on a beau avoir une super idée, on va avoir du mal à la faire passer. Et si on est dans l'écoute, si je suis en train d'être agressé ou si je suis dans une position de soumission, j'ai avoir du mal à entendre et à comprendre. Et en bas à gauche, c'est tout simplement l'absence de collaboration. Donc on est un peu dans l'abandon. Donc là, je vous l'ai remis un petit peu sous une autre forme, également avec un lien. Donc je passe assez rapidement et là aussi, n'hésitez pas si vous avez des illustrations. Là, je vais donner 2 exemples pour la posture plus et l'abandon de collaboration, qui sont un peu les deux extrêmes et en quoi c'est impactant. Donc, en étant plus, en fait, pour sortir un peu de la théorie et voir au quotidien comment ça se passe, et notamment chez des clients que je suis en ce moment, dans cette période où tout va vite et à la fois, si on est dans la précipitation, on va avoir du mal à agir sereinement, mais difficulté de prévoir. Donc, quand on s'adresse à une autre personne, c'est pas qu'est-ce que moi je veux lui passer comme info seulement, mais c'est aussi quels sont ses besoins, ses priorités et à qui je m'adresse. Si je m'adresse sur un sujet à un expert du métier ou à une fonction support, à un fournisseur, à un client, pour le même sujet, ça va être bien différent. S'il y a parfois des sujets un peu tendus, quelles émotions peuvent émerger et en quoi je peux en tenir compte. Idem pour le stress. Et autant que faire se peut, dans le cas où il y a une situation qui est problématique, c'est pas toujours simple, mais essayer de dissocier le fond de la forme. Il y a parfois un fond qui peut être pertinent et où l'interlocuteur a un peu du mal à faire le nécessaire justement pour être sur cette posture plus. Alors, je vais donner quelques exemples et là, j'aimerais que un
un participant puisse éventuellement prendre la parole ou donner son point de vue sur, soit oui, effectivement, je pratique ce genre de choses et je vois le réel impact, ou non, ça ne me parle pas, je ne comprends pas et j'aimerais qu'on creuse le sujet. Donc, en rebond d'une idée émise, on valorise et on essaie de reformuler pour s'assurer qu'on a bien compris la question ou l'idée qui a été partagée. Une remarque négative, on peut l'entendre. Maintenant, pour s'assurer que ce soit constructif, on valorise justement cette remarque et on essaie de rebondir. Si on rentre sur un conflit entre guillemets, l'autre peut tout simplement ne plus faire de remarques à l'avenir et du coup vous en sortirez peut-être un peu moins grandi et en tout cas l'impact sera certainement négatif. Une critique sévère, là c'est parfois plus compliqué, mais accepter un peu aussi les émotions qui peuvent être celles des autres, d'autrui est important. Hein, on a peut-être, nous, une posture qui n'est pas toujours idéale. Donc, en retour, on peut forcément s'attendre des fois à une critique qui n'est pas forcément, je dirais, faite dans le calme et la sérénité. Et je termine par un échec personnel. Donc, on reviendra sur la relation à l'échec, mais on essaie justement de rebondir et de ne pas en faire une fin en soi. Il y a un jugement sur la personne, mais plus sur un projet, un comportement. Donc là, avant de passer sur l'absence de collaboration, je voulais m'arrêter 1 ou 2 minutes pour qu'il puisse y avoir une intervention. Ce serait intéressant de sortir un peu de cette théorie. Moi, je peux avoir des exemples, mais ça va forcément être peut-être ou pas éloigné de vos besoins. Donc, je préférais que ce soit cela vienne de vous si vous en êtes d'accord. Et s'il n'y a pas de questions, peut-être juste un message sur le chat, dire OK, je comprends bien, ou non, je vois pas en quoi on parle de ça au regard du titre et de l'inscription. N'hésitez pas à faire un retour. Ça me permet, moi, de garder le fil que j'ai démarré ou de réajuster le cas échéant. Donc, Cédric, je vous dirai s'il y a une interaction, soit en posant une question, en voulant prendre la parole, sinon par le chat. Donc, on vous laisse un petit instant. OK, s'il vous plaît. Et encore une fois, ça peut être juste un feedback sur la manière dont vous ressentez déjà ces premières minutes qu'on passe ensemble. Donc, Cédric, j'ai une première question. Oui. Peut-on parler de communication non violente? Je ne pourrais pas prendre la parole. Voilà, cette personne ne peut pas prendre la parole, mais peut écrire et si vous pouviez effectivement interagir comme ceci, et puis je vous dirai si effectivement elle a des commentaires. OK. Alors effectivement, on est en plein dans le sujet, hein. C'est-à-dire que la communication non violente, je repars sur on est là, hein. On est OK, c'est-à-dire la posture en haut à droite. Effectivement, lorsqu'on est dans l'agression ou la soumission, c'est une communication qui est violente. Lorsqu'on est dans l'abandon, c'est une violence d'être indifférent à ce que fait l'autre, ou si moi je suis indifférent à ce que fait l'autre. Donc c'est le sujet en fait. C'est tout à fait ce que je viens de partager. J'ai pas prononcé ce terme parce que parfois il est connoté. Et ce que je propose, c'est que vous puissiez m'envoyer un message sur peut-être une question plus concrète, et puis on peut revenir en toute fin de webinaire ou une fois qu'on a terminé le webinaire sur un échange plus individuel, si ça vous va. Est-ce que c'est OK pour la personne qui a proposé d'aborder le sujet? J'ai pas encore. Oui, c'est OK. Si, j'ai OK, j'ai la réponse. Par contre, j'ai une autre question. Oui, avec plaisir. Comment se comporter lorsque notre interlocuteur est systématiquement négatif? Alors, merci pour la question. Là aussi, moi, dans ma posture, quand je fais ce genre de webinaire ou quand c'est en présentiel, quand le contexte nous le permet, ou en formation,
je me pose pas du tout comme le sachant et l'auditoire qui écoute. Voilà, je considère qu'on a tous, j'ai pas regardé en détail qui fait quoi. Ça serait intéressant d'avoir votre prénom et puis l'intitulé de votre poste dans l'entreprise, juste pour avoir un peu quel est l'auditoire. Mais on peut sans doute un petit peu tous apporter un élément de réponse. Donc, je vais apporter le mien, mais j'invite à chaque fois à ce que chacun puisse partager son vécu sur cet aspect. Donc, systématiquement négatif. Donc, essayons de voir. Alors, c'est difficile de répondre d'une manière générale, mais globalement, déjà, ça fait combien de temps qu'on échange avec cette personne? Dans quel contexte? Est-ce qu'il est arrivé dans l'entreprise avant nous ou après nous? Est-ce que on est, nous, de notre côté, j'ai laissé le slide justement face à une remarque négative. Comment est-ce qu'on prend cette remarque négative? Est-ce qu'on est dans la défensive? Est-ce qu'on est dans OK, j'entends ce que tu me dis, qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse dans ce cas-là? Peut-être proposer une manière de définir l'objectif qui serait le vôtre de manière plus justement en co-création, avec une manière de quantifier ou de valider cet objectif pour quelque part décortiquer ce en quoi cette personne est toujours négative. Peut-être que ça n'a rien à voir avec vous, peut-être que c'est lié à son manager, c'est lié à son équipe, à sa vie perso. Enfin, il y a tellement de raisons possibles. Et c'est peut-être tout simplement, la première chose, c'est de lui en parler. Lui en parler dans le cadre du travail ou prendre un café et puis dire, bah, écoute, je comprends pas. Je ressens que, c'est toujours dans l'expression de son ressenti. Si on dit, t'es toujours négatif, ça me gêne, là, entre guillemets, on agresse. On peut ne pas s'en rendre compte, mais on l'agresse. Alors que si on dit, je me sens agressé ou j'ai l'impression que tu es toujours négatif, bah, on exprime un ressenti. Et ça, on n'a pas à discuter. C'est le vôtre, il est légitime. Maintenant, c'est comment la personne interagit avec vous une fois exprimé ce ressenti. Aurélie, c'est bon? Je laisse la personne à chaque fois pouvoir dire si c'est OK ou pas sur cet échange-là. Alors, je n'ai pas le retour pour l'instant. Oui, c'est très bien, Cédric. Oui, super. J'ai une autre question. Oui. Alors, pour ce genre de situation, nom de personne, entre parenthèses, j'essaye de trouver l'aiguille qui la pique car elle a ses raisons de se plaindre. Alors, est-ce que je peux voir la question parce que j'ai du mal à… Oui, moi aussi, Alors, on va demander des précisions. Ou alors peut-être par rapport à la question précédente pour apporter des éléments. Ce n'est pas une question. Tu peux juste reformuler, je vais raccrocher le… C'est un élément de solution, c'est pas une question, Cédric, c'est plus un élément. Ok, super. Un partage. Donc, est-ce que tu peux reprendre? Oui, bien sûr. Pour ce genre de situation, donc nom de personne, entre parenthèses, oui. J'essaie de trouver l'aiguille qui la pique car elle a ses raisons de se plaindre. Voilà. Ok. Alors, super. Partage entendu. Après, voir comment on interprète l'aiguille. C'est-à-dire, elle a les raisons de se plaindre, oui, sans doute. Et peut-être à clarifier l'aiguille qui la pique, est-ce que c'est dans le bon sens ou mauvais sens du terme pour mais en tout cas, il y aura un impact, ça c'est sûr. Donc, la recherche de l'impact est importante. Donc, Anaïs nous précise qu'elle essaye de comprendre en fait ce qui la gêne, ce qui la dérange. Voilà. Oui, ben voilà, oui, ben, exactement. On est exactement dans ce qu'on était dans voilà, quels sont ses besoins, ses priorités, ses préoccupations, ses contraintes, quelle émotion peut-il ressentir, donc tout à fait. Merci beaucoup pour ce partage. Et les causes éventuelles de stress, on a tous une relation au stress qui est différente. Et même de jour au lendemain, du matin au soir, voilà, on a nos humeurs. Et comment ce stress, on le garde dans quelque chose de vertueux et de positif pour éviter de passer au seuil où on perd nos moyens et on a du mal à avancer. OK. Donc, posture inverse, que faire en l'absence de collaboration? C'est déjà se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de mon côté pour encourager cela? Donc, on est sur l'autocritique, mon savoir-être. C'est pas le tout d'être bon sur un sujet, d'être expert métier, mais aussi la notion du savoir-être et comment
je me comporte. On verra après quelques éléments de communication. Si j'attends que les autres m'écoutent, c'est important que moi, je sois dans une écoute active aussi et que je soutienne les idées des autres, même si j'en suis pas 100% convaincu. On est tous dans une forme de consensus et parfois, l'idée de l'autre, elle a besoin d'être reformulée ou décortiquée pour arriver à ce qu'on comprenne réellement. Donc, donner cette chance aussi à l'autre permet peut-être d'éviter d'aller dans une absence de collaboration. Et idem sur l'échange, bon, on en a parlé déjà un petit peu, mais est-ce que je reste respectueux et direct? Direct, c'est pas forcément agressif, hein. Direct, c'est-à-dire je dis les choses comme elles sont, tout en respectant l'autre et les points de vue. Et ça paraît une évidence, mais c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément et se le rappeler régulièrement à chaque fois. Est-ce que mon comportement encourage la collaboration? Est-ce que je laisse la place à chacun de s'exprimer? Est-ce que j'évite de couper la parole? Voilà, différentes idées. Là-dessus, une personne souhaite compléter ce que je viens de dire, on poursuit? Au moment, j'ai rien, Cédric. Parfait. Deux, trois autres notions sur lesquelles il me semble important d'en parler en ce moment. Alors, sans tomber dans des choses trop complexes ou théoriques, en fait, pour rebondir sur ce qu'on a échangé un peu plus tôt, ce qu'on appelle réévaluation cognitive permet de passer un peu un filtre et de comprendre pourquoi on a ces émotions négatives. Qu'on en est plus maître qu'on imagine. C'est-à-dire une manière de notre lecture d'une situation va faire que effectivement il peut y naître des émotions négatives. Bon, ben, qu'est-ce qu'on en fait et comment elles sont arrivées? Donc cette régulation et utilisation de ces émotions, il y a réévaluation cognitive et renforcement du lien social. Donc aujourd'hui, certes, distanciation, gestes barrières, etc., visio, mais il n'empêche la manière dont on va, par exemple, faire une visio, un échange, une réunion, peut renforcer le lien social, même si on n'est pas en présentiel. Et j'aime bien rappeler aussi, dire que nos émotions sont un atout. Hein, c'est le principe un peu, ne pas être dans le déni, essayer de ne pas faire de vagues. Non, nos émotions, notre corps nous parle, c'est important de l'entendre pour justement valoriser un petit peu notre posture, notre point de vue, tout en respectant les autres. Et puis, vous aurez le support, de toute façon, pour y revenir. N'hésitez pas en fin de webinaire, quand j'aurai terminé, s'il y a un sujet ou un autre sur lequel vous voulez revenir, peut-être nous dire si tout va pour le mieux pour l'instant, vous êtes en accord avec ce que je partage avec vous, comprenez l'intérêt d'en parler là maintenant. Est-ce que ça reste de la théorie pour vous ou on est sur votre quotidien où c'est très éloigné? Et donc là, je reviens sur la reformulation et l'écoute active en donnant un peu une liste loin d'être exhaustive, mais quand on reformule, voilà à quoi ça peut servir. On n'est pas sur paraphraser, on n'est pas sur une perte de temps, mais on s'assure qu'effectivement, on a compris l'autre. Et puis, il y a le processus derrière de réflexion. Lorsqu'on reformule, on commence à être plus engagé dans l'idée qui a été partagée, notamment. Et un autre aspect sur l'écoute active. Je poursuis. Et là, je reviens sur une définition que j'aime bien sur le savoir-être, où parfois on considère comme quelque chose de secondaire. Du moment qu'il y a le savoir et le savoir-faire, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas performant ou qu'on n'ait pas de bonne performance individuelle ou collective au sein d'une entreprise. Mais c'est le savoir-être qui va permettre au savoir et savoir-faire d'être réellement partagés. Je poursuis.
Et notamment, oui, je voulais faire un petit partage sur cet aspect-là, des recherches notamment d'un psychologue, là, Albert Mehrabian. Lorsque on se dit que le savoir et le savoir-faire suffit, et qu'il suffit du coup de dire les choses stricto sensu sans prêter attention à qui on s'adresse et dans quel contexte, il nous partage que 7% des messages exprimés est en parole, 38% par la façon dont les mots sont exprimés. Donc là, on est dans la manière, le ton, le rythme et la voix, et 55% dans l'expression du visage. Ce qui veut dire que, notamment, par exemple, vous rentrez en réunion, si vous avez eu un coup de fil extrêmement compliqué ou un échange avec votre manager ou les membres de certaines de vos équipes plus que difficile, vous allez arriver avec une expression du visage qui peut-être va biaiser l'introduction de la réunion et la manière dont ça va être mené. Et donc, un petit passage justement pour rebondir sur ce partage-là de cette recherche sur la communication verbale, paraverbale et non verbale. Donc, connue plus ou moins par tout le monde. Maintenant, concrètement au quotidien, c'est pas toujours évident de prendre tout en compte dans la communication. Voilà, on revient sur des classiques qui sont parfois intéressants de se replonger. Hein. Ce qui est évident pour moi n'est pas pour l'autre, etc. On répète, oui, mais peut-être que si on répète, justement, si le message est toujours identique et que la personne ne comprend pas en face, bah, il y a peut-être une manière de faire différente qui pourrait lui permettre de comprendre, mais de ne pas toujours être dans cette posture où, et si je l'ai dit 10 fois, c'est que ça devrait être entendu 10 fois et compris 10 fois. Bon, il y a peut-être d'autres manières de voir les choses. Voilà, j'en ai terminé sur cette première partie. Idem, je vous laisse peut-être une minute pour dire un peu ce que vous ressentez là sur ce premier passage sur la communication. Est-ce que ça vous parle? Vous souhaitez partager quelque chose sur ces derniers slides? Une anecdote ou une problématique sur laquelle on peut réfléchir ensemble quelques minutes. Aurélie, je reprends ou il y a une question qui vient? Alors, j'ai pas juste une remarque en fait que effectivement, communication avec le masque, ça devient de plus en plus compliqué. Voilà, c'était juste une réflexion. Oui, assez d'accord. Donc là, je suis dans un bureau fermé, donc j'ai la chance de ne pas avoir le masque, mais effectivement, c'est assez compliqué. Et d'ailleurs, pour mon activité, puisque je fais du coaching, on est souvent en théorie en salle, extérieure entreprise, mais en salle, et du coup avec masque là. Donc là, je développe, on se voit à l'extérieur. Autour de Grenoble, il y a possibilité de trouver des coins plutôt sympathiques et on s'aperçoit que ça nous permet justement d'éviter ça et d'avoir une réelle parenthèse quand on revient en entreprise, est-ce qu'on est obligé de porter le masque? Mais oui, très juste. Et pour combien de temps? Ça, grande question. Ok, je poursuis Aurélie ou... Oui, juste un complément. Alors, de Philippe Deschamps. Donc, même remarque que le télétravail qui prive beaucoup de non-verbal. Et une poursuite sur la réflexion de Marie-Alix Aubert, qui est difficile à appliquer en entreprise, mais oui, pour le masque, elle parlait. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, il y a notamment là j'ai un client qui a adapté le télétravail en faisant une charte, etc. Et ça en est devenu un rituel sans dire que tout le monde est en télétravail tout le temps. Et c'est le cas de certaines entreprises, c'est vrai. Mais justement, de rendre s'assurer qu'il y ait 1 ou 2 jours par semaine qui sont en télétravail, mais qu'on garde des rituels et des réunions et des échanges pour pas couper ce lien social. Mais c'est pas toujours possible. Ça dépend le secteur, la configuration d'entreprise, c'est vrai. Ok, merci pour ces éléments et ces points de vue. Je poursuis ou...
J'ai rien de plus. Ok, parfait. Alors, on va prendre le second chapitre qui avait été abordé, entre guillemets, dans l'invitation, où en fait, au cours de ma carrière et depuis 3 ans, lorsque j'accompagne des organisations, forcément, je me nourris aussi d'autres expériences, autour de l'appui de la littérature, d'autres consultants, et, j'ai mis bout à bout 5 principes, plus que des règles, 5 principes qui, selon moi, comme beaucoup d'autres, puisqu'il y a plein d'entreprises qui se sont lancées soit sur 1, 2, 3, 4, voire 5 des principes, mais l'idée, c'est un menu, c'est un peu à la carte. C'est-à-dire de voir, vous, dans votre contexte, comment ça me parle et est-ce que ça semble pouvoir s'adapter. Mais ce n'est pas que de la théorie, ça a été mis en pratique. Moi, je le propose dans mes accompagnements, dans les formations. Et idem, quand je parle de ces principes-là, je mets en avant un consultant ou un professeur, notamment au Collège de France, une personne qui a écrit sur ces sujets-là. Voilà, c'est histoire d'illustrer que ce soit plus intéressant, selon moi en tout cas. Donc le premier, et là pareil, n'hésitez pas sur chacun des principes, dire bah non, moi, ça me semble très éloigné. Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est inatteignable dans ma structure, pour voir effectivement comment on peut en parler ensemble. Ou à l'inverse, effectivement, on adapte cette posture-là, on a mis en place ces choses-là, et effectivement, ça marche, ça peut nourrir la réflexion d'autres qui semblent assez loin de ces concepts-là. Donc le premier est autour de voir l'organisation comme un organisme vivant. Donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent Frédéric Laloux. Il a écrit un bouquin notamment qui s'appelle Reinventing Organization, où il prend une liste je crois que c'est une douzaine d'entreprises, et qui étaient à un moment ou à un autre dos au mur pour des raisons de réduction de coûts, de problèmes de marché ou d'actionnaires, etc. Et ils ont décidé de voir l'organisation d'une manière différente. Donc, les vidéos, on ne va pas les regarder là. Je vous ai mis les liens. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai le loisir de pouvoir les parcourir. Et donc, organisme vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cet organisme est habilité à changer, à évoluer, et ne pas forcément, on entend beaucoup parler de gestion du changement, conduite de changement, qui se fait souvent par des consultants extérieurs. Et tout changement qui naît ou qui s'opère d'abord de l'intérieur de l'organisation sera bien plus pertinent. Après, ça ne veut pas dire que de prendre quelqu'un de l'extérieur peut être intéressant ponctuellement, mais il faut qu'il y ait vraiment un leadership au sein de cette organisation, par la direction déjà dans un premier temps, mais aussi par les parties prenantes, pour que le changement soit le plus pertinent et durable. Là, on touche à l'amélioration continue. C'est un concept qu'on verra un petit peu sur la fin. Certains d'entre vous peut-être le connaissent, mais l'idée, justement, c'est on regarde notre contexte, nos enjeux, comment on souhaite évoluer individuellement et collectivement. Et ça, c'est l'entreprise qui le sait. Et ça permet que chaque collaborateur soit reconnu dans son entièreté. On peut avoir tel rôle dans l'entreprise, tel intitulé de poste, telle fonction, mais on sait faire plein d'autres choses. On a une vie avant l'entreprise, on en a une après, on en a une même pendant personnelle à travers investissement dans une asso ou je ne sais quoi, des passions. Tout ça nous amène des soft skills. Comment on peut les mettre à contribution pour l'entreprise et du coup pour soi-même. Et donc, je ne développerai pas tous ces concepts-là, mais on parle d'autogouvernance, de plénitude et de raison d'être évolutive. C'est-à-dire qu'on n'est pas une raison d'être et une vision qui ne bouge pas et qui est statique sur les 10 ans à venir. Non. Certes, il y a des constantes en termes de valeur, mais la raison d'être peut évoluer. Si on prend l'exemple de cette année-là, si on reste sur la même posture qu'on avait en entreprise en mars dernier, avec l'aspect stratégie et autres, il y a un risque à ce qu'on ne soit pas en phase avec la réalité et aussi les attentes de nos collaborateurs. Et donc la grande, parce que moi je trouve intéressant de partager là, c'est on arrête un peu le prédire et contrôler. Je m'excuse, je l'ai laissé en anglais. Et
et on devient plus adepte sans cette réponse, c'est-à-dire on sent et on répond. On n'est pas que dans le réactif, c'est pas ça. On est, je dirais, ancré dans le présent et on évite d'être juste sur le prédire l'avenir et tout contrôler. L'actualité nous montre bien que c'est un peu vain. Et donc j'ai mis un lien sur une autre vidéo. Est-ce qu'il y a une remarque ou un échange sur ce premier principe que je partage? Aurélie? Non, rien pour le moment, Cédric. Ok, parfait. Bon, on passe au deuxième principe, la gestion des talents inclusifs. Donc ça, c'est développé par Pierre-Michel Menguer, qui est professeur au Collège de France, et qui nous dit, je trouve de manière assez juste, que si du coup, on revient sur le démarrage des sondages, s'il y a une performance d'un collaborateur, c'est aussi lié au collectif. Donc, nous mettre les uns derrière les autres, entre guillemets, comme à l'école, en disant, ben voilà le plus performant à l'entretien annuel d'évaluation et voilà le moins performant, il y a quelque chose qui ne tourne pas forcément rond, dans le sens où le premier doit aussi sa performance au collectif et le dernier, sans doute également. Donc, pourquoi, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle en anglais là, ces 6 players qui sont un peu moins performants. Pourquoi ils sont moins performants? Est-ce qu'il y a une erreur de casting? Est-ce qu'ils sont pas inclus comme ils devraient l'être? Est-ce qu'il y a un parcours collaborateur qui fait sens, de formation? Enfin voilà, il y a plein de sujets possibles et imaginables, mais on est sur une gestion des talents inclusive. Et donc, pour illustrer, voilà un petit peu, j'ai repris certains. Il a écrit un bouquin aussi qui s'appelle Le talent en débat, qui est assez intéressant, qui est beaucoup plus global, mais il revient aussi sur un point crucial autour de l'égalisation des chances pour que chacun puisse exprimer son talent. S'il n'y a pas cette égalité en amont, il va être difficile que chacun puisse valablement exprimer son talent. Et donc, on est évidemment, vous l'aurez compris, plus sur la complémentarité que la rivalité. Idem, là, je vous ai mis une petite vidéo, ça dure 3-4 minutes, et c'est un peu, sur ce sujet-là, c'est assez intéressant. Et en bas de slide, vous avez plutôt les cours qu'il a donnés sur le sujet au Collège de France, qui sont assez intéressants également. Après, il faut avoir le temps. En voiture ou dans les transports, c'est faisable. Voilà pour ce deuxième principe. Je vous laisse quelques secondes avant de passer au troisième. Et avec grand plaisir, si il y a un partage sur ce sujet-là aussi, qui est peut-être plus en lien avec le quotidien d'une organisation classique, je dirais, sur la gestion des entretiens d'évaluation, la gestion de la performance, fameuse GPEC, les parcours de formation, parcours collaborateur, etc. Aurélie, je te laisse me dire. Je passe au troisième principe, où là, on est justement sur cette fameuse logique de gestion du changement et qui est développée par Claire Michalon, qui est consultant et qui a beaucoup travaillé sur les aspects interculturels notamment. Donc, certes, on peut convenir qu'un changement est pertinent, qu'il y a de bonnes idées, si tant est qu'on arrive à, entre guillemets, considérer le sentiment de précarité dans ce contexte de changement. C'est-à-dire, on peut avoir des collaborateurs qui sont meneurs, qui sont leaders sur ces sujets-là, mais pour chacun embarque sur ce projet, il faut pouvoir considérer est-ce que moi je me projette dans ce projet-là et pourquoi je ne me projette pas. Est-ce que j'ai l'impression que je ne vais pas avoir ma place, je n'ai pas été impliqué, c'est quelque chose qui est déjà tout fait, etc. Donc ça, c'est important. Certains peuvent le voir, comme c'est mentionné, comme une opportunité, d'autres comme un risque. Il faut pouvoir l'entendre. Soit on est dans le déni, on se dit ça passera, et dans le cadre, par exemple, d'une restructuration, ceux qui vont partir, ça va se faire un peu dans la douleur, et peut-être pas pour les bonnes raisons. Et ceux qui vont rester seront sans doute moins performants. Je l'ai vu
là récemment chez un client, la manière dont on accompagne cette réorganisation permet, de garder le cap et garder cette performance nécessaire à la survie de l'entreprise et de pouvoir, s'il faut séparer, séparer correctement des bonnes personnes parce qu'il y a un couac sur le projet qui est partagé, ce qui arrive. Et ceux qui restent, restent justement, pas seulement physiquement, mais ils sont pleinement là et ils ne sont pas en train de se demander quel va être leur sort, entre guillemets. Voilà. Et on est, pardon, j'arrête, je vous laisserai le loisir de regarder. Et on est sur une logique conservatoire, contrairement à la logique conservatrice, où on n'est pas sur rien ne bouge. Oui, ça bouge, mais on utilise ce qui s'est passé, on utilise les fondamentaux, notre vécu pour construire l'avenir. Et donc, on procède par addition et pas substitution. On parle souvent d'innovation. Bon, voilà, on fait scratch sur ce qui s'est passé avant. Non, si ça s'est passé avant, il y a sans doute de bonnes raisons. Et c'est de voir ensemble comment ça a fait sens et comment on reste, je dirais, bon aujourd'hui, tout en se nourrissant de ce qui est passé. Idem, je vous ai mis le... Oui. Petite question. Est-ce que ceux qui ne s'impliquent pas dans un projet ne devraient-ils pas tirer d'eux-mêmes et partir plutôt que de rester statiques dans l'organisation? Alors, pas impliqué dans un projet, c'est assez vague, mais ne pas rester statique dans l'organisation, ça c'est sûr. Maintenant, partir, je dirais, c'est l'extrême. Donc, on a les deux extrêmes. Et la question, c'est où mettre le curseur et peut-être exprimer cette forme de déception où on a l'impression qu'on est impliqué sur rien du tout. Ça peut tout simplement être exprimé. Je ressens, j'ai le sentiment que voilà, je suis plus impliqué ou je suis pas impliqué sur tel projet. Maintenant, c'est extrêmement compliqué avec très peu d'éléments de pouvoir donner une réponse, je dirais complète et pertinente. Mais l'idée, c'est de se dire, peut-être personnellement, pourquoi selon nous on est mis de côté, si c'est le ressenti, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus le cas. Et maintenant, si après l'avoir exprimé, après avoir entendu les raisons ou l'incompréhension, peut-être ça peut être une incompréhension. J'ai vu très, très souvent, notamment chez un client le début d'année, où la raison pour laquelle les deux équipes n'arrivaient pas à fonctionner, c'est simplement que les deux responsables ne collaboraient plus ensemble pour un sujet qui avait été problématique plusieurs mois auparavant. Et donc, on a réglé ce problème-là et maintenant, il y a une ambiance qui est beaucoup plus agréable, une collaboration. Donc, c'était un peu l'incompréhension de la part des responsables. Et s'il advient que malgré cet échange-là, malgré qu'on entende les besoins et les ressentis de part et d'autre, s'il n'y a pas de solution possible, oui, effectivement, partir de l'entreprise peut être une solution. Mais partir en connaissance de cause sur tout ce qu'on a pu, je dirais, creuser comme alternative et option avant de prendre cette décision-là. Pour justement être le plus près, enfin, le plus à même de prendre un nouvel envol dans une autre entreprise. Que partir dans une situation difficile, c'est toujours plus compliqué de rebondir. Parfois, on se fait voilà, je quitte l'entreprise, voilà, il y a un jugement sur ma personne, j'ai échoué, alors qu'entre guillemets, c'est juste l'expérience, même si elle était longue, au sein d'une entreprise qui a valorisé telle compétence, mais pas forcément l'ensemble de ce que j'ai à proposer. Oui. Alors, Cédric, j'ai une petite incompréhension sur le sentiment de précarité. Est-ce que vous pourriez repréciser? Oui, avec plaisir. Excusez-moi, ça. Effectivement. Sentiment de précarité, c'est tout simplement l'exemple que je donnais sur restructuration ou réorganisation d'une structure. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui arrive au bureau, donc j'étais un peu distrait. Je prends l'exemple type
caricature ou une direction, on dit ben voilà, on change de stratégie, on doit fermer 3 sites, on va en ouvrir 2 à l'international. Donc, il y a à la fois des choses opportunités, d'autres qui sont plutôt risques. Ben, comment les parties prenantes sont impliquées? Et en l'occurrence, les collaborateurs. Donc, est-ce qu'on mesure, moi, que effectivement, si je suis collaborateur et que je vois cette note de service, ou si j'entends un bruit de couloir en disant ben, on va fermer 3 sites, ben, est-ce que je suis sur la liste de ceux qui vont partir? Est-ce qu'en fermant les 3 sites, on supprime l'ensemble des emplois? Est-ce qu'il y a une mobilité qui est proposée? Est-ce que Mais toute cette non-information va nourrir un peu certaines angoisses et donc un sentiment de précarité qui va être très important. Donc, le considérer, ça veut dire, lorsqu'il y a une logique de changement, de réorganisation, ou quel qu'il soit, on n'est pas tous convaincus de la même manière. Et là, je rebondis sur c'est pour ça que j'ai fait cette intro autour de la communication. Ce qui est évident pour moi n'est pas pour l'autre. La manière dont je vois un certain sujet, une situation, on peut l'appréhender d'une autre manière. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et en étant en capacité de mesurer justement ce sentiment de précarité, on est en mesure d'adapter l'accompagnement. C'est-à-dire, il sera au plus pertinent. On aura, chacun, entre guillemets, aura vidé son sac, on sera en capacité d'entendre les craintes ou les propositions aussi d'autres pour être dans une dynamique et tout le monde soit en mouvement. Est-ce que c'est plus clair pour la personne qui a posé la question? C'est parfait. Ok. Oui, merci, c'est clair. J'ai une autre. Pardon, oui. Donc, comment est-ce qu'on peut impliquer les VRP dans un changement d'organisation dans un contexte difficile? Les IRP. Les IRP, pardon. Ah oui, parce que VRP, je me suis. Ok. Alors, tu peux reformuler, est-ce qu'on peut inclure? Alors, comment on peut impliquer les IRP dans un changement d'organisation et dans un contexte difficile? Ok. On peut les impliquer? Bah oui, bien sûr. D'autant plus qu'ils ont un rapport privilégié, en tout cas en théorie, avec les collaborateurs. Et c'est d'ailleurs l'angle qu'on a pris lorsque je travaillais en Centrafrique, où il y avait un moment qui était un peu compliqué, c'était le 2008-2010, et où on a impliqué l'ensemble des représentants du personnel pour, c'est pas une question de faire des alliés ou quoi, c'est juste que chacun soit au même niveau d'information et puisse jouer son rôle justement et être pleinement partie prenante. Et certes, dans ce contexte difficile, c'est parfois compliqué, mais c'est toujours ce que je prône, c'est le lien avec ces représentants du personnel, que ce soit constant. C'est-à-dire même quand ça va bien, et surtout quand ça va bien, on communique, on échange, et en gros, on a l'habitude de se parler, on a l'habitude de se dire les choses. Et donc, dans un contexte difficile, il est naturel pour les uns comme pour les autres de pouvoir aborder l'ensemble des sujets. Mais c'est vrai que dans une entreprise, s'il y a très peu de rapports et que là, c'est compliqué, donc on essaie d'aborder les sujets, bon, ça peut se faire, hein, en considérant que chacun, justement, est dans cette posture où il peut apprendre de l'autre et on entend les contraintes et les enjeux de chacun. C'est sans doute plus difficile, mais il est bien sûr très important et crucial de pouvoir les impliquer. Est-ce que ça va? Oui, c'est parfait. Voilà, merci. Il est précisé. J'ai une autre réflexion et aussi question. Donc, au final, tout ceci demande un temps considérable et impacte fortement les petites équipes. Donc, la personne le dit franchement, et ne vaut-il pas mieux se séparer de certains collaborateurs? C'est-à-dire, je comprends pas trop quand ça prend un temps énorme par rapport aux petites équipes. Alors, j'attends la réponse. Parce que ce genre de choses, moi certes, il y a des boîtes dans lesquelles je travaille, ils ont 200 employés, mais il y a d'autres où ils sont 5, donc c'est pas forcément chronophage, ça dépend. Voilà, juste comprendre la question. Petite équipe de 5, parce que je Ok. comprends. Voilà. Alors,
Et c'est chronophage. D'accord. Donc, chronophage, ce serait de discuter de ces sujets-là et de partager un peu le ressenti de chacun. Donc, ce que la personne souhaite dire, c'est soit ils acceptent ce qu'on propose, soit ils n'acceptent pas et ils s'en vont, si j'ai bien compris. J'attends. Oui, c'est ça. C'est bien ça. OK. Ben, si je reviens sur ce qu'on disait en début de… Je vais revenir 2 secondes. En début de slide, début de présentation, ce qui est évident pour moi ne l'est jamais pour l'autre. Je ne sais plus si c'est là ou pas, mais il y a attention aux langages trop techniques, au jargon, but de s'adapter à l'autre, ne communiquons pas pour nous mais pour l'autre. Une seule vérité, plusieurs façons de la voir. Tout ça, ça illustre le fait que déjà, est-ce que votre pensée ou la pensée de la direction a pu s'exprimer correctement dans l'échange qui a pu être dans l'équipe de 5 personnes? Quels étaient le type de relation avant cette idée ou cette stratégie d'impulser un ou plusieurs changements? Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte et de dire soit ils acceptent, soit ils s'en vont, c'est une stratégie. Ce que je propose n'est pas une seule voie, ça peut être la voie. Maintenant, est-ce que ce que je disais tout à l'heure, vous allez vous séparer pour de bonnes raisons? C'est-à-dire qu'il peut y avoir tout simplement une incompréhension ou un souhait d'écoute de la part de ces 4 autres personnes, si l'équipe est 5 en tout. Et une fois qu'on aura échangé quelques minutes, c'est garder ce collaborateur qui, a priori, s'il est dans la boîte, c'est qu'il fait bien son boulot, il connaît la structure, etc. Donc, c'est beaucoup plus simple peut-être d'aborder ces sujets-là et que chacun prenne je dirais, à bras le corps ces nouveaux changements, plutôt de se dire on va se séparer, donc une personne part, dans quelles conditions, ensuite on va se lancer dans un recrutement pour avoir une autre personne qui peut-être ne connaît pas trop le sujet, sera sans doute excellente, mais bon, il va y avoir un temps de latence important. Donc je pense que c'est un investissement important que de considérer, pour revenir sur le slide, de considérer ce sentiment de précarité. C'est tout à fait légitime, me semble-t-il. Maintenant, effectivement, c'est pas une obligation, mais il faut bien entendre derrière les conséquences de l'absence d'investissement de temps. Ça va? Oui, donc s'il est juste précisé par la personne que ce travail se fait au détriment de la survie même de l'entreprise. Et ça a tout à fait répondu à sa question. OK. C'est vrai que c'est toujours difficile. Après, je ne sais pas qui a posé la question, mais lorsqu'on est chef d'entreprise, d'entendre tout ça, se dit, mais mince, quoi, moi, voilà, si je prends telle décision, c'est pour le bien de l'entreprise, certes, mais il faut entendre que tout le monde n'a pas cette casquette de chef d'entreprise et que c'est parfois compliqué même pour des petites équipes. Notamment, je parle de ce client que j'avais à Grenoble, où il disait, oui, on se réunit toujours au café, on n'a pas besoin de réunion, on est 5, il n'y a pas besoin de fiche de poste, on n'a pas besoin d'entretien, etc. Et pour autant, en faisant certains ateliers et les différentes choses que je vous ai dit là, c'est tout simple, c'est du basique. Et ça il a été étonné de l'implication de chaque collaborateur, de ce qu'il a pu apprendre de ce que chacun faisait en termes de métier, mais de propositions aussi sur les changements qu'il souhaitait, sur la stratégie des 10 prochaines années. Enfin, il a été vraiment agréablement surpris. Donc, je pense que je vais avoir la chandelle. Maintenant, effectivement, hein, tout dépend des contextes. On n'a pas toujours cette possibilité-là. OK, je poursuis sur l'avant-dernier principe, où là, je partage les propos de Laurent Mibard, qui est professeur de philosophie à l'ESSEC, et où il parle de l'incertitude, voilà, comme source de créativité, d'opportunité, et non pas comme quelque chose qui nous empêche de créer, en fait, de pouvoir être bon aujourd'hui. Et donc là, je le cite, je vous laisse lire.
on peut pas avoir une décision qui soit, je dirais, parfaite, et de mesurer la bonne décision sur ce qui est écrit là, ce que je partage avec vous, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que, et là je rebondis sur le rapport qu'on a à la sanction, à évaluer les collaborateurs, etc. C'est important de mesurer qu'est-ce que la personne a en sa possession comme information pour prendre cette décision, qu'est-ce qu'on lui a donné comme dit pour prendre la bonne décision. Et voilà un petit peu ce que je souhaitais partager à ce sujet. Et idem, je vous ai mis le lien des deux, d'une vidéo qui est assez courte et d'une autre un peu plus longue sur maîtriser la complexité par la simplicité. Je ne vais pas aborder le sujet là, mais c'est en lien et c'est pour ceux qui souhaitent, c'est assez intéressant. Et bon, moi, c'est un des principes que j'applique depuis déjà quelques temps, parce que l'incertitude, en fait, faisait une grande partie quand je travaillais à l'étranger, une grande partie de mon quotidien. Donc, si c'était anxiogène ou problématique, voilà, donc, ça servait à rien de rester. Il y avait des frustrations tous les jours. Par contre, de se dire, bah tiens, voilà, ça permet de saisir telle opportunité. Et là, on est dans une logique, une dynamique plus positive, même si encore une fois, c'est pas possible pour tous les secteurs, pour toutes les tailles d'entreprise, mais d'avoir déjà de partir d'un point de vue positif sur cette incertitude-là, qui plus est aujourd'hui, peut être impactante dans la performance de chacun et du collectif au sein d'une entreprise. Ça va? Oui, toujours. Il partage effectivement, toujours la même personne, que l'incertitude est un moteur de créativité. Voilà, je suis très d'accord avec ce que vous venez d'évoquer. Ok, super. Après, pour ceux qui ne sont pas d'accord, avec grand plaisir aussi. Hein. L'idée, c'est pas pas d'évangéliser ou quoi que ce soit. Hein. C'est un partage de mon expérience, d'auteurs là, de clients. Mais il y a plusieurs voies. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être en communication permanente avec ces parties prenantes et de voir qu'est-ce qui fait le plus sens au regard de la manière dont on fonctionne et ce qui nous plaît de nos valeurs. Dernier principe sur les vertus de l'échec. Donc là, c'est Charles Pépin, qui est un philosophe et qui a écrit il y a quelque temps un petit bouquin qui s'appelle Les vertus de l'échec, qui est très intéressant avec plein d'exemples, soit dans le sport, l'entreprise, et comment chacun rebondit après un échec, justement, grâce à ces quelques questions qu'on se pose, en disant qu'est-ce que cet échec me dit, qu'est-ce qui pousse à me poser comme bonne question, et parfois quel service il nous rend. Est-ce que c'était notre voie? Est-ce que c'était le bon moment, etc., etc. Je reviens pas sur le parcours de grands entrepreneurs ou pas grands d'ailleurs, peu importe, mais on construit petit à petit notre parcours d'échec après échec, sans en dire c'est d'expérience après expérience. On arrive à peaufiner son offre, son produit, sa cible client, etc. Et là, je rebondis également sur des aspects plus d'amélioration continue. On est sur apprendre de ses échecs, échouer rapidement pour apprendre rapidement. Donc, on est dans ce cercle vertueux et pas, tiens, encore un échec, on n'y arrive pas. Il faut plus que chacun ait un esprit d'initiative parce que on n'a pas le droit à l'échec. Bon, ça, on est tous d'accord que c'est impossible. Donc, deux manières de faire, soit d'être dans le déni, soit vivre avec et se dire que ça nous rend service. J'ai l'impression qu'il y a une question, non? Alors, il y a effectivement un commentaire. Donc, la personne est d'accord avec vous. L'échec doit être vu comme un apprentissage pour mieux faire. Super, c'est exactement ça. Et donc, je partage enfin les 5 vertus dont il parle dans son bouquin de bifurcation, de compétences, d'humilité et de révélation de désir inconscient. Donc, je ne vais pas rentrer dans ces notions-là parce que voilà, c'est pas le sujet, mais simple partage. Et oui, ce qu'il dit aussi, c'est
notamment en France, où on donne beaucoup d'importance au diplôme et pas assez à l'expérience. Donc, comment mon expérience au fil de l'eau me nourrit et me donne un capital qui peut me permettre d'avoir tel poste ou tel projet. Et on s'arrête parfois sur un diplôme qu'on a eu soit récemment, soit il y a très longtemps, mais qui ne résume pas notre personne. Oui, il parle aussi de l'échec et celui d'une rencontre entre un de nos projets et un environnement. C'est important, ça aussi. C'est pas nous dans notre entièreté. C'est pas parce qu'on a échoué que c'est pas possible dans 5 ans, que c'est pas possible avec d'autres collaborateurs. Je suis un chef de projet dans une boîte, j'ai échoué. Chef de projet, c'est plus pour moi. Non, parce que c'est lié à la taille du projet, au contexte, à la manière de communiquer, de manager. Tellement de paramètres que on a tout loisir de pouvoir y rebondir. Voilà. J'ai d'autres choses à partager, mais bon, on le fera en fin de webinaire si nécessaire. J'aimerais aussi pouvoir vous entendre. Et là aussi, je partage quelques vidéos pour pouvoir illustrer lorsque vous recevrez la présentation. J'en ai fini avec les 5 principes. Et avant de terminer, je voulais partager un outil en amélioration continue que certains peut-être d'entre vous connaissent. Où on est là, c'est la route d'Hemming. On parlait à l'instant de cercle vertueux, c'en est un. Où on est dans la logique de prévoir, de faire, de vérifier, de réagir, et on ajuste à chaque fois les différentes étapes. Et ça rejoint le lien avec le slide précédent où on planifie en impliquant les autres. On fait, mais en responsabilisant chacun. On vérifie en adoptant une attitude neutre. Donc, on s'assure qu'on ait un bon feedback quand on a une attitude neutre. Si on est dans le jugement, si on est dans le jugement de la personne, de ce qui a pu être fait de manière négative ou subjective, le feedback risque d'être plus compliqué et le cercle, par l'occurrence, n'est plus vertueux. Et idem, donc on renouvelle le cycle de ce point de vue-là. Voilà un petit peu, et ça c'est extrêmement concret, hein, il n'y a rien de… Et alors, est-ce que je vais passer rapidement parce qu'on rentre dans d'autres sujets. Je vous laisse parcourir, mais je ne vais pas forcément le détailler, si ce n'est mentionner que ces 3 notions sont vraiment importantes. On a parlé en termes du savoir-être, mon intelligence émotionnelle, soit. Aspect du jeu intérieur, on a beaucoup de croyances limitantes en nous-mêmes. On s'auto-inhibe, on s'empêche beaucoup de choses. Après, il y a un environnement et un contexte qui fait que, mais être persuadé qu'on peut faire les choses, déjà une première étape. Et je conclus, sauf si vous souhaitez que je creuse l'un ou l'autre des notions. Pour le moment, j'ai rien. Ok. Et donc là, c'est quelques partages de manières de pouvoir avancer. Donc, on a tous énormément de choses à faire sur notre to-do list, où on a beaucoup de projets qu'on souhaite mettre en œuvre. Comment on arrive à se lister une centaine ou moins, mais en tout cas, voilà, et puis on shortlist avec 10, puis 3, et ce qui nous permet de commencer à nous orienter. Deuxième aspect, c'est des Westwalk, c'est on fait un petit tour du service ou d'un garage ou d'un lieu de stock et on essaie d'identifier tiens, comment on pourrait faire ça différemment, et on le fait en équipe. Donc il y a par exemple le responsable avec quelques collaborateurs, si c'est pas tous, 2, 3, et puis on est en mouvement, on se balade entre guillemets au sein de l'environnement de travail, et on essaie de se dire comment on pourrait faire les choses différemment. Et après, il y a l'amélioration continue, donne 8 points d'entrée sur ce qui pourrait être fait différemment, et ça donne lieu justement à
à des échanges sur l'amélioration des process conduits par les personnes et pas l'inverse. Ensuite, deux échanges là, sur les 70-20-10 que certains d'entre vous connaissent, où au quotidien de garder en soi la nécessité d'être 70% de son temps sur le quotidien, 20% sur l'amélioration de notre quotidien et 10% sur l'expérimentation. Donc c'est parfois difficile au quotidien, mais sur une semaine, c'est peut-être plus simple. Et peut-être des fois, j'ai des réactions, oui, mais c'est bien gentil, mais moi, j'ai pas le temps. Lorsqu'on est notion, on n'a pas le temps, le quotidien, pardon, peut être questionnable. C'est-à-dire si on n'a pas le temps de se poser, après tout dépend de notre poste, hein, bien entendu, mais si on n'a pas le temps de se poser, ne serait-ce qu'un petit peu chaque jour ou chaque semaine sur comment améliorer ce quotidien-là, on risque tôt ou tard si c'est pas d'arriver dans le mur, d'être contraint oui, peut-être de recruter, mais est-ce que ça va être pour de bonnes raisons? Est-ce que notre organisation est optimale, c'est un bien gros, mais et organisé justement de telle manière, il y a un intérêt à recruter ou il y a un intérêt de réorganiser. Et 10% d'expérimentation, ben, on essaye, oui. Peut-être qu'il va y avoir des échecs, mais on essaye. Alors, le risque doit être calculé, mais essayer, c'est aussi être en mouvement et permettre de s'améliorer plus tard. Un autre 70-20-10 qui est sur l'apprentissage, que je partage souvent lorsqu'on fait des formations, où en fait 70% de l'apprentissage, il se fait par l'expérience justement, par le quotidien en entreprise ou dans sa vie au quotidien. 20% c'est par ses pairs et je ne vais pas vous dire de bêtises, par les interactions sociales et 10%, c'est les fameuses formations formelles qui sont où chacun devrait être dans cette posture où j'apprends et je vais ressortir avec plein de nouvelles compétences. Sauf que si c'est pas une respiration qui permette aussi de valoriser le quotidien et les interactions sociales, on est un peu pas dans ce qu'il faut et dans justement la théorie. C'est aussi pour ça que ce n'est que 10% et pas plus. Voilà, et après je partage quelques autres idées où on a quelques manières, quelques outils qui permettent de vivre le quotidien de manière un peu plus sereine. Mais il y en a énormément. Partagez ça avec vos collaborateurs ou sur Internet, il y en a beaucoup. L'essentiel est de trouver ceux qui vous parlent et qui font sens pour vous. Merci Cédric, merci pour toutes ces pistes de réflexion. De rien. On a encore 5 petites minutes peut-être pour prendre une dernière question. Avec plaisir. Nous conclurons ce webinaire. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir un retour. Ça peut être des questions, oui, sur le contenu qu'on a vu ensemble ou un besoin que vous aviez en amont en disant, tiens, oui, on a discuté de tout ça, c'était très intéressant, mais au final, ça ne répond pas à ma question. N'hésitez pas à la poser. Également, j'aurais plaisir de savoir si ça a été intéressant pour chacune et chacun de vous et si vous y avez appris quelque chose ou à défaut d'y apprendre, si ça vous permet de rebondir sur un sujet et que ça vous sert en ce moment. Merci en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à partager dans la partie questions. Donc, des remarques, merci et c'était très intéressant. Voilà. Bon, super. Donc, il nous reste à vous remercier vivement pour avoir participé à ce webinaire, en espérant qu'il vous aura été utile. Voilà, notre équipe se tient à votre disposition au niveau de Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, avec des chargés d'affaires RH sur tout le territoire. Et puis dans la présentation, je vous ai mis les prochains événements aussi qui peuvent vous intéresser, sachant que notre prochain webinaire RH sera le 27 novembre. Alors, n'hésitez pas à nous faire vos remontées, si vous voulez qu'il y ait des sujets particuliers qui soient traités. À la fin de ce webinaire, il y aura une enquête de satisfaction. Nous, on est très preneurs de vos retours pour pouvoir s'adapter et puis de faire des choses qui vous sont utiles.
Merci Cédric, merci à tous. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, l'industrie est notre richesse.